Bienvenue à The Language Year, Comprehensible Input for Learners, où nous explorons des sujets fascinants à travers des conversations naturelles en français. L'analyse d'aujourd'hui est consacrée à l'une des figures les plus monumentales et aussi les plus complexes de l'histoire, Napoléon Bonaparte. On va proposer une analyse historique complète pour les passionnés d'histoire, mais aussi pour celles et ceux qui apprennent le français. Avant de commencer, nous souhaitons juste préciser que cette discussion est de nature éducative et historique. Les opinions exprimées ici reflètent différentes perspectives académiques sur ce personnage. Notre objectif est d'informer, d'enrichir la compréhension, pas de glorifier ou de condamner. Nous allons donc explorer son parcours, de ses origines modestes jusqu'à son statut d'empereur, son génie militaire, ses réformes en tant qu'homme d'État, et puis enfin la construction de son mythe. Pour commencer, ce qui est fascinant, c'est de se rappeler que Napoléon n'est pas né français au sens strict. Non, pas du tout. Ses origines corses ont profondément façonné son caractère. Ah oui, c'est absolument fondamental. Il est né à Ajaccio en 1769, donc à peine un an après que la Corse était cédée à la France. Sa famille, les Buonaparte, appartenait à la petite noblesse italienne. Et dans sa jeunesse, il s'identifiait beaucoup au nationalisme corse, n'est-ce pas? Tout à fait. Son héros, c'était Pascal Paoli. Et puis son éducation dans les écoles militaires françaises à Brienne, puis à Paris, le place vraiment en position d'étranger. On se moquait de son accent. De son accent, de son statut social. Cet isolement, en fait, l'a poussé à se réfugier dans l'étude. Il dévorait les livres d'histoire, les mathématiques, les classiques comme Plutarque. Et c'est justement ce qui rend son parcours si remarquable. La Révolution française de 1789 a été le catalyseur. Le catalyseur essentiel, oui. L'effondrement des hiérarchies de l'Ancien Régime a créé un vide et a ouvert ce que l'on appelait les carrières ouvertes au talent. Une opportunité qu'il a su saisir. Exactement. Il a compris que la République française serait la scène de ses ambitions. Et son premier grand succès, c'est le siège de Toulon. En 1793. C'est là que tout commence. Le port de Toulon avait été livré aux Britanniques par les royalistes, ce qui était une menace mortelle pour la République. Et lui, alors, jeune capitaine d'artillerie, il conçoit un plan audacieux. Un coup de génie, même. Il comprend qu'il faut capturer les forts qui surplombent la rade. Ce qui rend la position de la flotte britannique intenable. Le succès est total et ça lui vaut une promotion fulgurante. Il devient général de brigade à seulement 24 ans, c'est incroyable. Et il montre déjà une grande habileté politique. Vous pensez au 13 Vendémiaire? Oui, en octobre 1795. Il sauve le gouvernement du Directoire d'une insurrection royaliste à Paris en dispersant la foule avec la fameuse volée de mitraille. Un acte brutal, mais qui fait de lui le sauveur de la Révolution. Et qui lui vaut le commandement de l'armée d'Italie. C'est le poste qui va forger sa légende. La campagne d'Italie, 1796-1797. C'est souvent vu comme la naissance de son mythe, non Sam? Oui, c'est ça. Il prend une armée démunie, démoralisée, et il la transforme en une force de conquête irrésistible, avec des victoires éclatantes. Lodi, Arcolay, Rivoli. Ça démontre son génie tactique, et il commence déjà à se comporter en homme d'État. Il négocie lui-même le traité de Campo Formio, il crée des républiques sœurs en Italie. Et il orchestre sa propre propagande dans les journaux à Paris. Exactement, il a compris avant tout le monde le pouvoir de l'image. Après l'Italie, il se tourne vers l'Égypte. En 98, L'objectif était double. D'abord, menacer les routes commerciales britanniques vers l'Inde. Et puis, pour lui, c'était aussi marcher sur les traces de ses héros. Alexandre le Grand et César. militairement, c'est un succès au début, avec la bataille des Pyramides. Mais stratégiquement, c'est un désastre. Un désastre, oui. La flotte française est anéantie par l'amiral Nelson à la bataille du Nil. Son armée se retrouve piégée. Mais malgré l'échec, l'expédition a eu une valeur scientifique immense. Bien sûr, avec la découverte de la pierre de Rosette par les savants qui l'avaient emmenée, et lui, sentant l'instabilité en France, il abandonne son armée, il rentre secrètement. Et il est accueilli en héros, c'est ça qui est fou. Grâce à sa maîtrise de la propagande, justement. Et ce retour lui ouvre les portes du pouvoir absolu. Le coup d'État du 18 Brumaire. Novembre 1799. Avec des complices comme Sieyès, il renverse le Directoire. Même si ça a failli mal tourner. Oui, le coup a manqué de tourner au fiasco. C'est son frère Lucien qui sauve la situation en ordonnant aux troupes de disperser les députés. Et de là, il devient premier consul. Puis consul à vie en 1802. Avant de se couronner lui-même empereur des Français en 1804 à Notre-Dame. Le parcours est complet. Alors, sur le plan militaire, justement, il a vraiment révolutionné l'art de la guerre. Sa grande armée était un instrument redoutable. Son innovation majeure, c'est le système des corps d'armée. C'est fondamental. En quoi ça consiste exactement?
Chaque corps était une sorte de mini-armée autonome, avec son infanterie, sa cavalerie, son artillerie, capable de se battre seul pendant un certain temps. Ce qui lui permettait d'appliquer sa fameuse maxime. Marcher dispersé, combattre réuni. Ça donnait à ces forces une vitesse et une flexibilité qui étaient sans précédent pour l'époque. Et ces chefs-d'œuvre tactiques sont encore étudiés aujourd'hui, je crois. Ah oui, Austerlitz, en 1805, la bataille des trois empereurs. Là, c'est un véritable piège. Un piège parfait. Il attire délibérément les armées austro-russes en feignant la faiblesse de son flanc droit, en abandonnant le plateau de Pratzen. Un terrain stratégique. Une fois que l'ennemi est engagé, il lance une attaque massive sur leur centre affaibli et il brise leur armée. C'est magistral. On peut aussi citer Jena Horstedt en 1806. Contre la Prusse, l'armée prussienne, qui était considérée comme la meilleure d'Europe, est anéantie en une seule journée. Il faut souligner la performance du maréchal Davout à Horstedt. Ces maréchaux ont joué un rôle crucial. Davout naît... Le brave des braves, oui, mais son génie a aussi connu des échecs retentissants. L'Espagne, par exemple, ce qu'il a appelé lui-même l'ulcère espagnol. à partir de 1808. Pourquoi ça n'a pas marché là-bas? Parce qu'il s'est enlisé dans une guerre de guérilla. C'était brutal. Ça a immobilisé des centaines de milliers de ses meilleurs soldats et ça a saigné l'Empire à blanc. Et puis, bien sûr, la campagne de Russie de 1812, le grand tournant. Le tournant décisif, oui. Il envahit la Russie avec une armée de près de 600 000 hommes, c'est gigantesque. La plus grande armée jamais vue en Europe. Mais les Russes appliquent la tactique de la terre brûlée, ils l'attirent toujours plus profondément dans leur territoire. Et la retraite de Moscou face à l'hiver russe, c'est une catastrophe. Une catastrophe absolue. Le froid, la faim, les attaques des Cosaques, la grande armée est anéantie. Moins de 100 000 hommes en reviennent. Après ça, c'est une lente agonie. La défaite à Leipzig en 1813, La bataille des nations, oui. suivie de la première abdication en 1814. Puis l'épisode extraordinaire des 100 jours en 1815, ce retour audacieux de l'île d'Elbe. Et enfin, la défaite définitive à Waterloo le 18 juin 1815 face aux armées de Wellington et Blücher. C'est intéressant parce que Napoléon disait que sa vraie gloire, ce n'était pas ses victoires, mais son code civil. Il a profondément réformé la France. Oui, et c'est un héritage qui dure. Le Code civil de 1804 unifie le droit français qui était un chaos de lois régionales avant lui. Il consacre des principes de la Révolution, comme l'égalité devant la loi, la protection de la propriété. La laïcité de l'État, c'est un texte fondateur, mais il représente aussi une régression. Pour des droits des femmes. Oui, absolument. Les femmes sont placées sous l'autorité de leur mari. C'est un aspect très critiquable aujourd'hui. Mais il est vraiment l'architecte de l'État français moderne. Ces masses de granit, comme il disait, existent encore. C'est tout à fait ça. Il centralise l'administration avec la création des préfets, qui représentent le pouvoir central dans chaque département, Il stabilise l'économie. en créant la Banque de France, le franc germinal. Il réorganise l'éducation avec les lycées pour former les futures élites. Il crée la Légion d'honneur pour récompenser le mérite. Son rapport à la religion était purement pragmatique, si on regarde le Concordat de 1801. Purement pragmatique, cet accord avec l'Église catholique met fin à 10 ans de conflit. Il reconnaît le catholicisme comme la religion de la majorité des Français, mais il soumet l'Église au contrôle de l'État. Il faut aussi aborder la partie la plus sombre de son héritage, et c'est crucial, le rétablissement de l'esclavage en 1802. Oui, c'est une décision terrible. Il annule la décision de la Révolution de 1794 qui avait aboli l'esclavage. Pourquoi? Pour des raisons économiques, principalement, oui. C'est motivé par les intérêts économiques, le lobby des colons. Ça a mené à une répression sanglante en Guadeloupe et à la perte de Saint-Domingue, qui devient Haïti. C'est une tâche indélébile sur son bilan, en effet. La France est le seul pays à avoir rétabli l'esclavage après l'avoir aboli. C'est un fait unique et tragique. Parlons un peu de l'homme et des mythes. Sa taille, par exemple. Était-il vraiment si petit? C'est un mythe tenace. Non, il mesurait environ 1,68 m, ce qui était une taille moyenne pour l'époque. La légende du petit bonnet vient de la propagande britannique et d'une confusion sur les unités de mesure. Sa psychologie est tout aussi fascinante. Une éthique de travail surhumaine, une ambition sans limite. Mais aussi un ego démesuré et un génie de la propagande pour façonner sa propre image. C'était un communicant extraordinaire. Il y a le grand débat qui reste, c'est libérateur contre tyran. C'est le cœur de son héritage. D'un côté, il a exporté les idéaux de la Révolution,
mis fin au féodalisme, modernisé les lois. Mais de l'autre, il a instauré une dictature, mené des guerres incessantes qui ont causé des millions de morts. Et supprimer les libertés. Il est les deux à la fois, et c'est ça qui le rend si complexe. Et la mémoire de Napoléon est un enjeu politique et culturel très fort en France. Très puissant, oui. Le retour des cendres en 1840, quand ses restes ont été ramenés de Sainte-Hélène pour être inhumés aux Invalides, a été un immense événement national. Ça l'a transformé en héros quasi sacré. Aujourd'hui, sa figure reste controversée. Oui, le bicentenaire de sa mort en 2021 a ravivé tous les débats, notamment sur la question de l'esclavage. Le président Macron a lui-même parlé d'une trahison de l'esprit des Lumières. Et cette mémoire, elle varie énormément selon les pays. Bien sûr. Pour les Britanniques, il reste l'adversaire ultime. Pour les Russes, l'envahisseur vaincu. Pour les Espagnols et les Haïtiens, un oppresseur. En fin de compte, l'héritage de Napoléon, c'est donc celui d'un paradoxe. C'est exactement ça. Il fut à la fois l'enfant de la Révolution et son fossoyeur, un modernisateur autoritaire dont les institutions, elles, ont survécu à son empire. Une dernière pensée pour celles et ceux qui nous écoutent. Napoléon aurait dit à Sainte-Hélène « Je voulais fonder un système européen, un code de loi européen. Il n'y aurait eu en Europe qu'un seul peuple. » Était-ce une vision sincère d'unité et de progrès ou la justification, après coup, d'une ambition démesurée? La question, je crois, reste ouverte. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la vie et de l'héritage de Napoléon Bonaparte. L'histoire de Napoléon nous rappelle que le passé n'est jamais simple. L'étude de figures aussi complexes nous aide à affiner notre esprit critique. Nous félicitons ceux qui nous écoutent d'avoir abordé un sujet historique aussi exigeant en français. Thank you for joining us. We hope this discussion has enriched both your understanding of history and your journey with the French language. Keep learning, keep questioning, and keep exploring. Nous terminons avec l'une de ces citations les plus célèbres. Impossible n'est pas français. Impossible is not French. This has been The Language Year, comprehensible input for learners. À bientôt.